Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne ici en Sénégal. Aujourd'hui, nous allons entamer une série de vidéos sur les nombres complexes. En fait, les nombres complexes qui sont un chapitre extrêmement important qu'on voit en classe de terminale, série S. Ok, extrêmement important vu qu'il sort quasiment chaque année au baccalauréat. Et comme tout chapitre que vous aurez à apprendre cette année, il va falloir maîtriser la plupart des notions. Donc, dans cette série de vidéos, nous verrons avec vous toutes les notions possibles, bien sûr, aidé par des exercices d'application afin de permettre de mieux comprendre. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous êtes élève, vous êtes répétiteur, vous êtes passionné par les matières scientifiques, donc vous avez frappé à la bonne porte. Donc du coup, on vous invite à vous abonner et bien sûr activer la cloche de notification. Donc rapidement, on va commencer la vidéo qui aura pour thème ici, tout d'abord en premier lieu, l'ensemble c'est des nombres complexes. Et ensuite, nous verrons ici les trois formes d'écriture que peut avoir un nombre complexe. Et pour finir, on va terminer avec une propriété inédite, je dis bien inédite, vu que je vois très rarement les professeurs illustrer en salle de classe et qui quand même est très importante, ce sont les puissances de i. Donc, du coup, on commence la vidéo. Tout d'abord, ici, nous avons l'ensemble C. L'ensemble C des nombres complexes qui est symbolisé comme ainsi. Ok? Et l'ensemble C des nombres complexes, c'est l'ensemble pour lequel vous aurez un nombre, ok, dont le carré est négatif. Vous avez bien entendu. Donc, on a l'habitude avec les carrés qui sont positifs. Dans l'ensemble, vous aurez un nombre qu'on appelle le nombre imaginaire, symbolisé par la lettre I, et son carré est négatif. Son carré n'est rien d'autre que moins 1. Donc, première chose, retenez cette propriété. I au carré est égal à moins 1. Bien sûr, l'ensemble C ne se résume pas qu'à I, ok? Nous avons une pluralité de nombres complexes et chaque nombre complexe sera symbolisé par la lettre Z qui veut dire un nombre complexe. Aussi appelé, si vous voulez, un complexe. Et chaque complexe ici a trois formes d'écriture. Donc, nous allons les voir tout de suite. La première forme d'écriture ici, c'est l'écriture algébrique qui est la plus souvent utilisée. Puis ensuite, vous avez l'écriture trigonométrique qui se fait à l'aide des fonctions cosinus et sinus. Et pour finir, l'écriture exponentielle que nous verrons également progressivement dans cette vidéo. Nous commençons de suite avec tout d'abord l'écriture algébrique qui est, comme je l'ai dit, un peu plus tôt la plus souvent utilisée et sa forme n'est autre que Z est égal à A plus IB. Comme vous le voyez bien, en fait, vous avez le nombre complexe qui est écrit avec deux éléments. Un élément qui écrit tout simplement et un autre qui est associé avec la lettre I. Ok? Et donc, la partie qui n'est pas associée à I, puis qui est A, sera ici nommée la partie réelle de Z. Notez RE, qui veut dire une abréviation, qui veut dire réel de Z. Et B, qui est associé à I, qui correspond à la partie imaginaire de Z. Ok. Bon, du coup, on va ici vous expliquer en fait comment identifier avec un exercice d'application la partie réelle, la partie imaginaire de différents complexes. On va commencer par des complexes tels que Z1, 2 plus 2i, Z2 racine de 3 plus i, Z3 moins 2i, et pour finir Z4, à savoir 7. Ok, donc pour chacun, ici on va essayer de déterminer leur partie réelle et leur partie imaginaire. Pour Z1, ok, présenté en accolade, la partie réelle de Z1 sera ici 2, qui n'est pas associé à 2. La partie imaginaire de Z1 sera également 2, vu que 2 est associé à I. Pour Z2, sa partie réelle, sa partie imaginaire, RE de Z2, IM de Z2, la partie réelle de Z2, ce sera racine de 3, et partie imaginaire de Z2, ce sera bien sûr 1, parce que 1 fois I, c'est X, c'est comme avec X. Donc, on ne va pas dire 1X, on va dire X. Donc ici, c'est 1 fois I, donc I. 1 fois I, donc 1. Ok, donc la partie imaginaire correspond à 1.
Maintenant, on continue avec Z3 et Z4, vous voyez bien. Donc déjà Z3 et Z4 sont créés avec un seul élément, contrairement à Z1 et Z2. Donc ici on va en parler parce qu'en fait ce sont des cas plutôt particuliers. Z3, on va dire sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc la partie réelle de Z3, ici vous voyez qu'il n'y a pas de nombre réel. Donc là en fait on ne va pas dire qu'il n'existe pas, plutôt qu'il est nul. Ok, donc la partie réelle de Z3 c'est 0 et la partie imaginaire de Z3 ce sera moins 2. Pour Z4, la partie réelle de Z4 et de l'autre côté vous avez la partie imaginaire de Z4. Maintenant la partie réelle de Z4, vous voyez bien que vous avez ici 7 qui est un nombre réel. Et à côté, ce qui est associé à I, vous n'avez pas grand chose, vous n'avez rien à côté, ce qui veut dire que sa partie imaginaire est nulle. Maintenant, on va faire un petit constat. Vous avez Z3 qui est un complexe avec une partie réelle qui est nulle, ok, et une partie imaginaire non nulle. Donc quand vous tombez sur ce cas de figure, vous pouvez considérer Z3 comme un imaginaire pur. Et quant à Z4, sa partie réelle est différente de 0, mais sa partie imaginaire est nulle. Donc Z4 peut être considéré comme un réel pur. Du coup, à partir de là, on peut aussi en conclure que en fait, vous avez des nombres réels qui, bien sûr, appartiennent à l'ensemble C, ce qui veut dire également que R serait inclus dans l'ensemble C. Ok, c'est tout simplement cela. Nous nous intéressons ici maintenant à la deuxième écriture, non moins importante, aussi importante bien sûr. Et cette écriture, en fait, c'est l'écriture trigonométrique qui se fera en fonction des fonctions cosinus et sinus. On va tout d'abord vous la présenter. Et cette écriture ici trigonométrique sera Z est égal à module de Z cos θ plus I sinus θ. Déjà ici, il y a deux inconnus. Les deux inconnus, c'est cette expression, c'est-à-dire sous forme de valeur absolue. Et vous avez également, à côté de cosinus et sinus, θ. Bien sûr, vous comprenez que ce sont des angles, c'est un angle, ok? Parce qu'en fait, cosinus et sinus, bon, bien sûr, c'est en fonction, ça se fait en fonction des angles. Bien sûr, on va dire θ qui sera considéré comme un angle, mais il sera nommé argument. Donc, on va le nommer argument du complexe. Quant à ici, valeur absolue de Z, en plus de même, sera nommé module du complexe. Maintenant, on va faire la parallèle avec cette expression, avec celle qu'on a vue un tout petit peu plus tôt, à savoir avec l'expression de l'écriture algébrique. Et donc, l'expression de l'écriture algébrique, c'est A plus IB. Bon, si on se décidait de développer cette expression, donc Z serait égal, si on développe, ça nous fait module de Z cos θ plus I module de Z sinus θ, qui n'est autre que A plus IB. Déjà, au premier constat, on voit que cos θ, ok, module de Z, donc la partie où vous avez cos θ n'est pas associée à I, et la partie où vous avez sinus θ est associée à I. Donc on peut dire par là que, de par cette expression, que cos θ sera associé à la partie réelle et sinus θ sera associé à la partie imaginaire. Maintenant, ce qu'on veut ici, c'est savoir comment déterminer cette expression, à savoir le module de Z, ainsi que ici cos θ. Ok, donc déjà, on va faire une petite remarque. On va faire ici une relation qui va lier ces deux expressions. Et à partir de cette relation, il sera aussi facile pour nous de pouvoir déterminer cos θ et sinus θ. Donc déjà, si Z de cos θ correspond à la partie réelle, donc ça correspond à A. Donc du coup, on a module de Z cos θ est égal à A. Ce qui entraîne que, bien sûr, cos θ serait égal à A sur module de Z. Pareillement, faisons la même chose avec la partie sinus. Module de Z sinus θ qui correspond à B entraînerait que sinus θ
sera B sur module de Z. Très bien. Donc, à partir de là, nous avons ici cosinus et sinus θ qui nous permettront, bien sûr, si vous avez cos θ et sinus θ, on pourra bien sûr déterminer θ, à savoir l'argument. Donc là, pour ce qui est de θ, c'est pas assez difficile. Mais avant cela, il va falloir déterminer ici le module de Z. Et comment on détermine le module de Z? En fait, pour déterminer le module de Z, il faut s'accorder à faire ici, à maîtriser une formule. Et donc, module de Z sera égal ici à racine carrée de la partie réelle, à savoir A au carré, plus la partie imaginaire au carré. Bon, cette expression, forcément, vous l'avez forcément vue quand vous avez fait la classe de troisième, la classe de, voilà, de seconde, même de première. Si vous devez calculer la norme d'un vecteur, vous avez un vecteur qui a deux composantes, une partie voilà, sur l'axe des abscisses et l'autre sur l'axe des ordonnées, et vous devez déterminer ici sa norme. Vous faites racine carrée de x carré plus y carré. Nous allons conclure ici la partie écriture trigonométrique avec un exercice d'application. À savoir ici, le but étant ici de déterminer en fait l'écriture trigonométrique de ces deux nombres complexes écrits sous la forme algébrique. Donc premièrement, on va commencer par Z1 et Z1 qui est 2 plus 2i. La première étape ici, je vais vous présenter en fait comment on procède de cette expression pour pouvoir passer de cette expression à l'expression de l'écriture trigonométrique. On détermine tout d'abord le module de Z1. Et donc, le module de Z1, vous vous souvenez, j'avais dit que ce sera ici racine de la partie réelle A carré plus B carré. Ok, donc maintenant, on va faire l'application de cette formule. La partie réelle c'est 2, la partie imaginaire c'est 2. Donc, ce qui fait racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré. Ce qui fait racine carrée de 4 plus 4. Racine de 4 plus 4, c'est racine de 8. Et racine de 8, quand on l'écrit de manière plus simple, ce qui fait sous la forme A racine de B, ce sera 2 racines de 2. Ok, donc la première étape, j'avais oublié d'écrire. Première étape, déterminer le module. Maintenant, la deuxième étape, ici, consisterait à écrire en fait le complexe en fonction de son module. Ok, donc ce qui revient en fait à écrire Z1 qui n'est autre que 2 plus 2i en factorisant avec son module, à savoir 2 racines de 2. Donc on va écrire ici 2 racines de 2 et en factorisant, nous saurons finalement on peut écrire 2 sur 2 racines de 2 pour conserver la valeur i 2 sur 2 racines de 2. Donc, en faisant le calcul rapidement, vous avez 2 simplifié par 2. Donc, vous avez 1 sur racine de 2 ici et 1 sur racine de 2 ici. Bon, 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Parce que, bon, certes, peut-être on ne l'a pas trop expliqué. Bon, en fait, l'inverse d'une racine carrée, c'est la racine carrée sur son carré. Bon, je vais juste vous donner un exemple. Si vous avez 1 sur racine de 3, c'est racine de 3 sur 3. Donc, vous n'avez juste qu'à multiplier par racine de 3 en haut et racine de 3 en bas. Donc, ce qui fait 1 fois racine de 3, donc racine de 3, et racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Donc, 1 sur racine de 3, c'est racine de 3 sur 3. Donc, 1 sur racine de 2 revient à écrire racine de 2 sur 2. Donc, l'expression devient 2 racines de 2, facteur de ici, racine de 2 sur 2, plus i, racine de 2 sur 2. Très bien. Maintenant, la dernière étape ici consiste, troisième et dernière étape, en fait, c'est déterminer θ. Maintenant, pour déterminer θ, ici, vous vous souvenez, un peu plus tôt, j'ai expliqué que la partie réelle va être associée à la cosinus. Donc, on va écrire θ. Partie réelle ici de θ, partie réelle plutôt de z ici, donc de cette expression plutôt, ce sera racine de 2 sur 2. Et donc, cos θ va correspondre à racine de 2 sur 2. Ok, sinus θ sera associé à la partie imaginaire. Ici, vous avez i et racine de 2 sur 2. Donc finalement, on a tous les deux, c'est racine de 2 sur 2. Bon. Maintenant, quelle valeur de θ avez-vous? Cos θ est égal à racine de 2 sur 2 et sinus θ est égal à racine de 2 sur 2. Donc là, si vous avez un tant soit peu maîtrisé vos propriétés apprises un tant soit peu en classe de première, okay, avec
les formules trigonométriques, vous vous en sortirez facilement. Si ce n'est pas encore le cas, bon, on aura l'occasion de voir ça dans une autre vidéo, bien sûr. Mais donc, ici, à ce niveau, si vous avez ces deux valeurs, forcément, on sait que θ est égal à 45 degrés. Et donc, ici, on va l'écrire en rayant, donc pi sur 4. Finalement, on va pouvoir écrire cette expression, à savoir Z1, par une expression ici trigonométrique. Donc, on aura son module, à savoir 2 racines de 2, parce que l'expression, c'est, je vous le rappelle ici, module de Z, cos θ, facteur de cos θ, plus I sinus θ. Donc, je vais l'écrire un tout petit point en bas pour que ce soit plus propre. Donc, Z1 sera égal à module de Z, donc 2 racines de 2, cosinus θ, c'est pi sur 4, plus I sinus pi sur 4. On continue ici avec le deuxième exemple, à savoir racine de 3 plus I. Bon, là quand même je ne vais pas entrer en détail dans les étapes, on a vu ça un tout petit peu plus tôt. Et donc cette fois-ci on va maintenant déterminer rapidement son module. Module de Z2, ce sera racine carrée de racine de 3 au carré. Et ici B étant 1, donc on va dire 1 au carré. Ce qui nous fait ici racine de 3 racine de 3 au carré c'est 3, et donc 1 au carré c'est 1. Racine de 3 plus 1, racine de 4, racine de 4, 2. Donc le module sera égal à 2. Donc maintenant on va écrire Z2 en fonction, en factorisant par son module. Donc Z2 est égal à 2. Et donc vous avez racine de 3 plus I, ce qui fait racine de 3 sur le module 2 plus I, et donc 1, parce que 1 fois I c'est 1, donc 1 demi. Maintenant, troisième étape, déterminer θ. θ, on va dire que θ, lui, va correspondre, donc cos θ sera associé à la partie réelle, donc racine de 3 sur 2, et sinus θ à la partie imaginaire, donc 1 demi. 1 demi. Maintenant, pour quelle valeur de θ avez-vous cos θ est égal à racine de 3 sur 2, et sinus θ est égal à 1 demi. Bon, cette valeur c'est 30 degrés, et en valeur, si on doit déterminer ça en radian, ce sera ici normalement pi sur 6. Donc θ est égal à pi sur 6. Du coup, l'expression devient Z2 est égal module, donc 2, cos, facteur de cos, on va dire, pi sur 6, plus I sinus pi sur 6. Tout est juste. On continue maintenant avec la dernière forme d'écriture, qui est la moins utilisée, mais aussi importante aussi. Bon, vous aurez l'occasion de savoir pourquoi. Et cette écriture, c'est l'écriture exponentielle. Je vais vous montrer sa forme. Comme les deux autres formes sont à retenir, celle-ci aussi est à retenir. Donc Z sera égal à, on va dire, module de Z, expo de I θ. Expo de I θ, veut dire expo à la puissance I θ. Donc déjà, vous savez parfaitement, ici, la seule chose qu'il est préférable de maîtriser ici, c'est de maîtriser son module et son argument. Donc déjà, ici, vous avez une nouvelle expression expo. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vue. Donc c'est une expression qu'on voit dans les fonctions ln et les fonctions expo. Expo, c'est un nombre en fait réel qui est proche de 2,7. Donc du coup, en fait, savoir, en fait, ça n'a pas une très grande importance à ce niveau. Juste ici, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'écriture exponentielle dépend en grande partie de son module et de son argument, comme on le voit avec ici l'écriture trigonométrique. Et donc, il n'est pas rare parfois que vous soyez parfois obligé de procéder du passage de l'écriture trigonométrique à l'écriture exponentielle. Ok. Bon, maintenant on va faire une application dans laquelle vous aurez le passage de l'écriture ici trigonométrique à l'écriture exponentielle. On va juste prendre les deux exemples un tout petit peu plus tôt, à savoir Z1 serait égal à, j'avais dit 2 racines de 2 cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Ok. Et Z2 qui est lui égal à 2 facteur de cos pi sur 6
plus I sinus I sur 6. Maintenant, retenez bien ces deux exemples. On les avait vus plus tôt. Donc, comment on fait pour passer de cette expression à l'écriture ici, l'expression exponentielle? Bon, là c'est très simple, il suffit juste d'appliquer, retenez juste cette formule. Donc, vous avez ici module de z, à savoir ici 2 racine de 2, expo à la puissance I et l'argument pi sur 4. Aussi simple que ça, c'est juste ça. Et là, vous avez 2 qui correspondent au module expo à la puissance I pi sur 6. Simplement. Maintenant, nous allons nous intéresser ici à la dernière partie de la vidéo, à savoir les puissances de I. Bon, tout d'abord, on va parler ici de I au carré. On se souvient, je l'avais énoncé plus tôt, I au carré c'est moins 1. Maintenant, on va s'intéresser aux autres puissances de I. Par exemple, I à la puissance 0, I à la puissance 1, I à la puissance 3, I à la puissance 4, I à la puissance 5, I à la puissance 6. Bon, autant de puissances, on va ici essayer de les déterminer. Donc, I à la puissance 0, tout d'abord, bon, même si nous sommes dans l'ensemble C, I à la puissance, bien sûr, 0, ou bien un nombre à la puissance 0, c'est toujours 1. Donc, I à la puissance I ne déroge pas à la règle, même si c'est un nombre imaginaire. Donc, I à la puissance 0, c'est 1. I à la puissance 1, c'est évident, c'est I. I à la puissance 2, c'est moins 1. I à la puissance 3, on a juste qu'à multiplier I par I au carré, à savoir moins 1. Donc, ce qui fait moins 1 fois I, donc moins I. Maintenant, pour I à la puissance 4, ce serait I au cube fois I, donc moins I fois I, et donc moins I fois I, c'est pas difficile. Vous avez le signe moins devant, mais moins, et donc I fois I, ce qui fait moins 1. Donc, vous avez moins fois moins, donc plus, et donc plus 1, ce qui fait 1. Donc, I à la puissance 4 est égal à 1. I à la puissance 5, on continue à multiplier par la puissance précédente. I1 fois I, donc I. Et I à la puissance 6, I à la puissance 6, ça revient à multiplier encore par I, la puissance précédente. I à la puissance 5, qui veut dire I fois I, ce qui fait moins 1. Maintenant, on va faire un petit constat. Regardez, vous avez I à la puissance 0 et à la puissance 4. Oui, c'est la même chose. I à la puissance 1, I à la puissance 5, c'est la même chose. I au carré et I à la puissance 6, c'est également la même chose. Donc, on peut dire par là, bon, je vais ici un peu titiller votre curiosité. Regardez bien. Vous avez ici 4, I à la puissance 4, I à la puissance 0, c'est la même puissance, on va dire 4 moins 0. Ici, I à la puissance 5, I à la puissance 1, on va dire 5 moins 1. I à la puissance 6, I au carré, la même chose également, 6 moins 2. Bon, 4 moins 0 c'est 4, 5 moins 1 c'est 4, 6 moins 2 c'est 4. Bon, là quand même c'est évident. Là, ça veut dire en quelque sorte que, de par ces trois exemples, okay, on peut dire que les puissances de I se répètent 4 puissances plus tard. Ce qui veut dire ici bon, que c'est assez facile et ça nous permet aussi de pouvoir déterminer les puissances de I, surtout si vous avez à faire des puissances qui sont très grandes. Okay? Par exemple, I à la puissance 27, ce serait facile de faire I fois I fois I fois I. Autant déterminer ce qu'on pourrait appeler, comme dans le cas des calculs trigonométriques avec les angles. Okay? Si vous voulez calculer le cosinus et le sinus d'un angle de très grande taille, déterminer ici l'angle principal. Ici, en quelque sorte, les puissances de I, on pourrait déterminer ici, en fait, les puissances principales. Et les puissances principales ici sont comprises entre I à la puissance 0 et I au cube. Ok, I à la puissance 0 et I au cube sont les puissances ici générales, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, sans plus tarder, on va mettre en application ici cette loi ou bien cette propriété en prenant comme exemple I à la puissance 19, I à la puissance 10, I à la puissance 28, I à la puissance, par exemple, je vais dire bon, I à la puissance 23. Maintenant, commençons par I à la puissance 19. I à la puissance 19, bon, tout d'abord, je vais déterminer sa puissance principale. Je ne vais pas faire I fois I, ce serait très fastidieux, très sincèrement. Je vais prendre 19, et comme les puissances se répètent 4 puissances plus tard, on va dire 19 divisé par 4. Bon, là c'est bien sûr pas difficile, on fait juste une division euclidienne, ok? 19 divisé par 4, vous avez 4, 4 fois 4, 16, 16 plus 19, il me reste 3. Bien sûr, pas la peine d'aller plus loin, on parle de division euclidienne, on s'arrête au reste, ok? Donc vous avez 19 divisé par 4, ce qui vous fait
4 et il vous reste 3. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le reste. C'est le reste qui va désigner la puissance principale. Et donc i à la puissance 19, ce n'est rien d'autre que i à la puissance 3. I à la puissance 3, c'est quoi? C'est moins i. Donc, autant déterminer ça comme ça que de faire i fois i jusqu'à 19. Ce serait vraiment une perte de temps. Donc, on continue avec i à la puissance 10. Là, on prend 10, qu'on divise par 4, comme tout à l'heure. Et là, vous avez 2 fois 4, 8. 8 côté de 10, il me reste 2. Donc, i à la puissance 10, ce serait i au carré. I au carré, c'est moins 1. Okay. On continue encore, i à la puissance 28. Ok, on va prendre 28 qu'on divise par 4. 28, c'est un multiple de 4, ce qui fait 4 fois 7, 28. 28 c'est de 28, il me reste 0. Donc, i à la puissance 28, c'est rien d'autre que i à la puissance 0. Et i à la puissance 0, c'est 1. Bon, quand même, on va faire une petite remarque. Quand vous tombez sur une puissance de i qui est un multiple de 4, ok, sachez dès à présent que ce sera forcément 1. 1 à i à la puissance 32, i à la puissance 8, i à la puissance 4, i à la puissance 20, i à la puissance 36, i à la puissance, voilà, tout ce que vous aurez, i à la puissance 24. Du moment que c'est un multiple de 4, la puissance du moment que c'est un multiple de 4, la valeur ce sera 1. Ok, c'est évident. Maintenant, on finit avec i à la puissance 23. Donc, i à la puissance 23, on prend 23 qu'on divise par 4. Bon, en divisant par 4, ça me fait 5, il me reste 3. Donc, ce qui veut dire que i à la puissance 23, c'est i à la puissance 3. Donc, moins i. Bon, quand même là, j'ai pas tout pris. Je veux prendre un exemple où vous tombez sur i à la puissance 1. Donc, je prends i à la puissance 17 par exemple. Donc, je prends 17 que je divise par 4. Donc, je prends 4, 4 fois 4, 6. Au côté de 17, il me reste 1. Donc, i à la puissance 17, c'est i à la puissance 1. Donc, i, tout simplement.